Alors bonjour, moi je m'appelle Mika, alors je suis co-responsable de Mon Réseau Cancer du Poumon, qui est une antenne de l'association Patients en Réseau, alors je vous présenterai un peu plus tard. Là, avant d'être responsable du réseau Mon Réseau Cancer du Poumon, je suis avant tout un patient et j'ai pu bénéficier d'un traitement par immunothérapie. Alors pour mon parcours, moi j'ai été diagnostiqué en avril 2019, donc c'était un cancer du poumon métastatique, donc j'en avais au niveau des deux poumons, du foie, des surrénales et des os. Et j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un traitement par immunothérapie parce que j'avais une protéine qui s'appelle PDL1, qui vous sera expliqué un petit peu par la suite, qui était hautement exprimée sur mes cellules cancéreuses. Et voilà, ce traitement-là, je l'ai reçu, on va dire, en première ligne. Je l'ai reçu seul. J'ai jamais eu de chimiothérapie. Et à savoir qu'en 2019, en fait, l'immunothérapie n'était pas encore donnée en routine dans les cancers du poumon. Elle concernait que certaines niches de patients métastatiques. Alors c'est un traitement qui a commencé à être prescrit essentiellement, on va dire, dans les mélanomes, puis le poumon, et maintenant elle se développe de plus en plus de types de cancers, mais tout le monde n'est pas forcément éligible à ce traitement. Alors j'avoue, quand on m'a parlé d'immunothérapie au début, j'en avais jamais entendu parler, je suis rentré totalement dans un terrain inconnu. Alors je recevais des doses simples toutes les 3 semaines, alors c'était en hôpital de jour, c'était des perfusions qui duraient 30 minutes, il fallait compter à peu près une après-midi, on va dire entre le moment où vous arriviez à l'hôpital et vous ressortiez. Alors pour info, j'ai pu l'avoir par la suite en double dose, alors toutes les 6 semaines, à savoir que double dose, ça ne veut pas dire double toxicité. Moi, personnellement, la double dose, je l'ai super bien tolérée et ça m'a surtout permis d'aller moins souvent à l'hôpital, de pouvoir faire plus de projets entre 2 cures. Donc ça, je pense que les centres peuvent vous le proposer en sachant que si ça ne passe pas bien, vous pouvez revenir par la suite à des doses simples. Alors en 2019, la durée de l'administration de l'immunothérapie, elle n'était pas vraiment bien documentée. Moi, je l'ai reçue pendant 4 ans. Mais actuellement, il semble qu'il n'y ait pas forcément de bénéfice à la recevoir plus de 2 ans pour les stades métastatiques. Et il n'y a pas non plus de données sur les toxicités à long terme. Moi, je sais que j'ai eu des toxicités qui étaient à distance au bout de 3-4 ans et on ne le savait pas à ce moment-là, mais j'ai probablement reçu l'immunothérapie bien trop longtemps. Alors aujourd'hui, maintenant, ça fait bientôt 2 ans que je suis en pause d'immunothérapie. J'ai plus du tout de traitement et là encore, il n'y a pas beaucoup de données sur la durée du maintien de la stabilité de la maladie sans traitement. Alors du coup, pour le moment, ça va faire 2 ans. Je croise les doigts. Alors, ça a été compliqué pour la décision d'arrêter le traitement, parce que du coup, on se sent un petit peu sans filet et on est un peu fébrile, on va dire, avec ma pneumo. Alors, pour arrêter, on a fait un scanner, un IRM et un TEP scan de référence, et on a fait également une biopsie liquide pour voir s'il me restait de l'ADN tumoral circulant. Alors ensuite, j'ai été surveillé par TEP scan tous les 3 mois, et puis je suis repassé un contrôle par scanner tous les 6 mois. Et la maladie, elle reste complètement stable, malgré l'arrêt des traitements au bout de quasi 2 ans. Et j'ai même vu ce matin une patiente qui me disait que ça faisait, elle, 5 ans qu'elle était en pause de traitement, après 4 cures d'immunothérapie, que ça continue à fonctionner. Alors en ce qui concerne les toxicités que j'en ai eu essentiellement au niveau cutané. Alors en fait, au début, comme j'ai commencé à avoir l'immunothérapie au mois de mai, j'ai commencé à avoir quelques petits boutons. Comme je fais des allergies, que c'était la saison printanière, je me suis pas trop posé de questions. J'ai vraiment tardé à commencer à avertir mes professionnels de santé. Et quand je les ai avertis, en fait, j'avais déjà des boutons absolument partout. J'étais presque limite en grade 3. On a failli arrêter l'immunothérapie à cause de ça. Et le message que je veux faire passer surtout, c'est que quand vous avez des toxicités avec les immunothérapies, elles peuvent intervenir sur n'importe quel type d'organe à n'importe quel moment. Plus tôt vous allez prévenir vos professionnels de santé, plus tôt c'est pris en charge. Et meilleure sera cette prise en charge, justement. Moi, il a fallu quasi au moins plus de 6 mois pour pouvoir la contrôler, alors que si j'avais prévenu dès le départ, en fait, c'est quelque chose qui aurait été éradiqué très rapidement. Alors là, j'ai également une fatigue chronique qui s'est installée, puis j'ai des douleurs musculaires et articulaires, et qui sont arrivées sur le tard, quasi au bout de 1 an et demi, 2 ans. Donc il faut quand même savoir que l'essentiel, la majorité des effets secondaires de l'immunothérapie, elles arrivent dans les premiers mois du parcours, mais qu'il faut quand même rester vigilant, et il peut y avoir quand même quelques toxicités à distance. Mais vraiment, en règle générale, les immunothérapies, elles sont vraiment quand même beaucoup mieux tolérées que les chimiothérapies. Alors moi, j'ai adhéré à l'association Patients en Réseau en 2020. Alors c'était déjà 1 an après mon diagnostic et personnellement, je regrette de ne pas l'avoir découvert dès le début de mon parcours parce que ça m'aurait permis de répondre quand même à pas mal de questions que je me posais à ce moment-là. Alors Patients en Réseau, c'est une jeune association qui est née en février 2014. Alors elle est composée de 5 réseaux différents, donc mon réseau cancer du sein, mon réseau cancer du poumon, gynéco, colorectal, et un dernier qu'on vient d'ouvrir il y a quelques mois qui est mon réseau pour les proches aidants. Alors l'objectif de ces réseaux, en fait, en gros, c'est d'éviter que les gens se perdent sur Internet. Alors, hop là.
Alors en gros, quand vous arrivez sur la plateforme, vous serez accueilli sur un fil de discussion et d'échange entre patients. Tout ça, c'est animé et modéré par des patients partenaires. Alors on y diffuse des actualités. Donc moi, dans mon cas, on y diffuse des actualités dans le cancer du poumon. Vous allez y retrouver une information qui est fiable et sourcée. Alors on a une banque de données que vous pouvez retrouver et également par recherche par mots-clés. Vous allez taper par exemple immunothérapie, vous allez voir tous les dossiers, les fiches pratiques, etc. sur l'immunothérapie. Alors on y apporte également des informations administratives sur les droits à l'invalidité, la reprise du travail, parce qu'on est tous confrontés à ça à un moment ou à un autre dans notre parcours avec le cancer. On a également une chaîne de webinaires. Alors, c'est des formats d'1 heure qui sont soit en live ou soit en replay. C'est animé par des professionnels de santé sur certaines thématiques et ils vont vulgariser l'information à destination des patients et des proches aidants. Par exemple, on en a une qu'on a fait récemment qui s'appelle Cancer du poumon, immunothérapie, quelle place dans les traitements? Donc, est-ce qu'on peut l'avoir en première ligne, que en stade métastatique? Quelle innovation à venir? Parce que finalement, il y a des nouvelles immunothérapies qui sont en train d'arriver tout doucement. Et quelle nouveauté dans le parcours de soins? Puisque finalement, il y a de l'hospitalisation à domicile. L'immunothérapie, dans certains centres, peut être donnée directement chez vous, dans certaines conditions. Alors, on a également un canal événement où on propose quotidiennement des marches en ligne, des groupes de parole, des yogas du rire. On y propose aussi des ateliers et des soins de support. Et on a également des groupes qui sont classés par thématique. Alors, vous pouvez retrouver, par exemple, les essais cliniques, sport et santé, maintien et retour au travail. Je pense qu'on a à peu près une trentaine de groupes par réseau. Et on a même un groupe qui est consacré à l'immunothérapie qui s'appelle les Immunos. Alors en gros, c'est de ce groupe qu'est né notre serious game, notre jeu éducatif qui s'appelle Mon immunopoumon. C'est qu'en fait, on a remarqué que quand il y avait les échanges entre les patients, il y a beaucoup de problématiques, surtout sur la gestion des toxicités, des effets secondaires, la prise en charge des diarrhées, des choses comme ça, etc. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un document pédagogique de communication, voilà, à travers un jeu. Donc ce jeu, c'est un jeu éducatif qui s'appelle Mon réseau cancer du poumon. Alors pour le créer, on a d'abord créé des ateliers avec des patients sous immunothérapie, avec différents types de molécules d'immunothérapie pour déjà retrouver les problématiques qu'ils avaient. Et on a également fait des ateliers avec des comités scientifiques pour qu'on essaie de déterminer quels étaient les messages clés qu'il fallait essayer de passer. Alors, on a été accompagné par un comité scientifique qui a relu, modifié et validé l'ensemble des contenus. Donc, on avait Chantal de Croisette, qui est pneumocologue, Cécile Di Santolo, qui elle est médecin d'hospitalisation à domicile, et Ludovic Chen, qui est lui infirmier d'annonce. Alors, c'est un parcours qui dure environ 1 heure. Vous êtes arrivé dans une ville virtuelle où vous pourrez rencontrer des médecins, des infirmiers, des patients partenaires, des médecins HAD, afin d'échanger. Vous allez pouvoir poser des questions et vous allez pouvoir participer à des jeux pédagogiques autour de l'immunothérapie. Alors, lorsque vous jouez à ce jeu, lors de votre connexion, vous arrivez ce qu'on appelle sur un hub. Alors, c'est une plateforme qui est composée de plusieurs lieux, comme une ville un petit peu interactive. Et vous pourrez aller visiter en cliquant dessus. Alors, vous allez retrouver un hôpital. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez rencontrer des médecins pour comprendre votre parcours de soins. Vous allez avoir un pôle santé pour vous informer sur les professionnels de santé de ville, comme le pharmacien, le généraliste, les infirmiers, leur rôle. Vous allez avoir votre maison, parce que finalement, les toxicités liées à l'immunothérapie, la plupart du temps, vous allez les retrouver lorsque vous êtes chez vous. Et l'objectif, c'est de donner des fiches, on va dire, de pratique de comment faire. Alors, c'est les recommandations de la FITC, la Société française d'immunothérapie du cancer. Et vous allez également avoir un pôle d'hospitalisation à domicile, car actuellement, les immunothérapies, comme on l'a dit tout à l'heure, elles peuvent être administrées, elles le seront de plus en plus à domicile, mais dans certaines conditions. Alors, je vous laisse découvrir. On a fait un petit teaser sur le jeu là. Et puis, n'hésitez pas par la suite pour toutes les questions que vous pourrez avoir. Je vous remercie. Vous êtes soigné pour un cancer du poumon avec une immunothérapie? Accéder à des ressources fiables et utiles pour s'informer peut s'avérer compliqué? Pour vous accompagner, l'association Patients en réseau et sa communauté Mon réseau cancer du poumon ont développé Mon immunopoumon en partenariat avec My Serious Game. Retrouvez vos différents lieux de vie et de soins. Dans chacun d'eux, des informations, des animations et des activités vous seront proposées. L'objectif, trouver des informations fiables et utiles pour gagner en autonomie dans votre parcours d'immunothérapie. Venez à la rencontre d'une équipe soignante pluridisciplinaire qui répondra à toutes vos questions. Suivez Lisa, patiente partenaire, dans l'ensemble du jeu et retrouvez Andrea et Michel, des patients qui partageront avec vous interrogations et expériences.
Affiches, activités, documents ou vidéos, naviguez parmi un panel d'activités pédagogiques variées pour vous informer sur ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre traitement. Pour aller plus loin, des ressources sûres et un lexique complet pour vous accompagner tout au long de votre expérience. N'attendez plus, rejoignez Lisa, Andrea, Michel et les soignants sur Mon Immunopoumon en scannant le QR code ou en vous inscrivant sur tinyurl.com/monimmuno-poumon. Un projet réalisé avec le soutien institutionnel de MSD France, Bristol Myers Squibb, Régénéron et Roche. À savoir, l'ensemble des jeux sont totalement gratuits, accessibles directement si vous tapez Mon Immunopoumon ou allez sur mon réseau cancer pour aller sur les réseaux sociaux. C'est totalement gratuit. Donc bonjour, après cette introduction, donc là on va parler un peu plus de notions un peu plus scientifiques, donc n'hésitez pas à m'interrompre si c'est un peu compliqué ou si vous comprenez pas tout, il n'y a aucun problème. On va avoir des notions d'immunologie assez générales. Moi je suis le professeur Nathalie Chaput, donc je suis professeure en biothérapie immuno-oncologie à l'université Paris-Saclay et je dirige le laboratoire d'immuno-oncologie à l'Institut Gustave Roussy et l'unité de thérapie cellulaire. Les mécanismes d'action des immunothérapies et celles dont on vient de vous parler, mais aussi peut-être les futures immunothérapies. L'arrêt ou le maintien du traitement, donc ça c'est une question que tout le monde se pose, et un peu de données sur les résistances, puisque vous avez compris que tous les patients ne vont pas forcément bénéficier des immunothérapies. Donc juste, bon ça c'est un rappel un peu grossier, mais vous savez tous et vous en avez tous entendu parler que notre système immunitaire, en fait, c'est notre système de défense contre tout type d'attaque qui peut se produire, donc les virus, les bactéries, les parasites, bien sûr, mais aussi les cellules anormales. Et en fait, les cellules tumorales, bien que ce soit des cellules qui se développent dans notre organisme et qui sont quand même des cellules du soi, c'est pour ça que c'est compliqué pour le système immunitaire de vraiment les voir et les repérer, ça reste quand même des cellules anormales qui peuvent provoquer une réaction de notre système immunitaire. Donc notre système immunitaire, c'est très compliqué parce que c'est un réseau en fait de plein de cellules différentes qui vont pouvoir communiquer les unes avec les autres. Donc il y a deux types d'immunité en fait dans notre organisme. Il y a une immunité qu'on appelle l'immunité innée. C'est l'immunité de première ligne qui va nous permettre de nous défendre très vite et très rapidement vers un intrus. Et puis, on a une immunité qui est un peu plus lente, qu'on appelle l'immunité adaptative. Et comme son nom l'indique, cette immunité, elle va s'adapter à l'attaque. Donc, elle va être plus lente à se mettre en place, mais par contre, elle va être beaucoup plus spécifique du type d'attaque et beaucoup plus puissante, cette immunité adaptative. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un dialogue justement entre ces deux immunités. Donc il y a un dialogue entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Et en fait, c'est l'immunité innée quelque part qui va éduquer l'immunité adaptative, qui va permettre justement de s'activer pour reconnaître des cellules anormales comme les cellules tumorales. Plus loin sur les route, ça veut dire au cours de la vie ou alors non, face à la menace. En fait, l'immunité innée, c'est extrêmement rapide, c'est quelques minutes à quelques heures. L'immunité adaptative, c'est très difficile à monitorer pour tout type d'attaque, mais dans l'ensemble, c'est entre 5 et 7 jours que ça va vraiment commencer à se mettre en place. Donc c'est quand même plus lent, mais c'est quand même pas des années. Voilà. Donc l'activation normale de cette immunité adaptative, donc les cellules qui sont très importantes, en tout cas, celles qu'on étudie le plus pour combattre le cancer, c'est ce qu'on appelle des lymphocytes, et en particulier les lymphocytes T. Et donc, en fait, pour éduquer ces lymphocytes T,
contre les cellules tumorales, il y a plusieurs étapes. Et une des premières étapes, c'est justement les cellules de l'immunité innée qui vont interagir avec ces lymphocytes et leur présenter des motifs ou des morceaux de l'intrus, donc ça peut être un virus, une bactérie, mais aussi des cellules tumorales, pour dire aux lymphocytés, eh bien, en fait, il faut que tu t'actives contre cet intrus. Donc, ce sera vraiment une réponse spécifique, c'est-à-dire que la cellule de l'immunité innée, quand elle va activer le lymphocyte T va s'activer, va proliférer, mais lui, il va être capable de reconnaître que l'intrus, donc que la cellule tumorale. C'est en ça qu'on dit que l'immunité adaptative s'adapte au type d'intrus. Et puis, ce lymphocyte, s'il est bien éduqué, c'est pas toujours le cas, il va s'activer, il va se différencier, il va proliférer et il va sécréter plein de facteurs qui, in fine, vont pouvoir détruire les cellules tumorales. Donc ça, c'est une diapositive un peu compliquée, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi ça met du temps par rapport à la question tout à l'heure. Donc l'immunité innée, elle va agir tout de suite. Faut considérer la tumeur comme finalement un intrus. Pourquoi ? Parce qu'on a une prolifération anormale de cellules tumorales. Et en fait, dans les organes, normalement, on n'a pas cette prolifération anormale. Et à partir du moment où vous avez cette prolifération anormale, ça va émettre des signaux qui vont être reconnus comme un signal de danger par le système immunitaire. Donc là, c'est l'immunité innée. L'immunité innée, elle va reconnaître ces signaux de danger et donc elle va s'activer. Une fois que l'immunité innée est activée, elle va être capable, parce qu'on a des cellules professionnelles qu'on appelle des phagocytes qui vont être capables de manger un peu des bouts de tumeur. Et ces phagocytes, et en particulier certaines très spécialisées dans ce mécanisme, comme les cellules dendritiques, vont être capables de migrer dans nos organes lymphoïdes secondaires, c'est-à-dire les ganglions. Et c'est dans les ganglions qu'on va avoir l'éducation de notre immunité adaptative, c'est-à-dire les lymphocytes. Donc les cellules dendritiques en particulier, elles arrivent aux ganglions et elles éduquent nos lymphocytes par rapport au danger initial, donc la tumeur. Okay ? Et donc ces lymphocytes, ensuite, ils vont s'activer, ils vont proliférer, puis ils vont sortir des ganglions, ils vont aller dans le sang, et du sang, ils vont aller à la tumeur. Et si tout se passe bien, et s'ils ont bien été éduqués, eh bien ils vont détruire la tumeur. Ok ? Juste, je finis. Et après, je vous laisserai parler. La plupart de ces étapes, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5. En fait, il y a même encore plus d'étapes que ça dans la réalité. Donc, vous comprenez que ça peut prendre du temps. Et vous comprenez que plus il y a d'étapes, plus il y a des endroits à chaque fois où ça peut ne pas correctement fonctionner. C'est pour ça que, on a des cancers. Parce que si notre système immunitaire réagissait toujours bien, finalement, on n'aurait pas de cancer. Ce serait pas un problème. Et donc, on a des cancers. Donc, ça veut dire que le système ne fonctionne pas bien. Et c'est pour ça qu'on va avoir recours à l'immunothérapie pour essayer d'aider un peu notre système immunitaire à bien faire son travail. Est-ce que tu appelles les ganglions sentinelles ? Pas forcément. Oui, les ganglions qui drainent la tumeur. Oui, les ganglions qui drainent la tumeur. D'accord. Si la tumeur, elle est dans les ganglions lymphatiques, en fait, donc les étapes 1, 2, 3, elles ne sont pas là. Comment ça se passe ? En fait, si elles doivent quand même être là, parce que même si la tumeur est dans le ganglion lymphatique, de toute façon, vous aurez quand même toutes les étapes. Vous aurez peut-être des phénomènes de migration moins importants. Le problème d'avoir une tumeur dans le ganglion lymphatique, c'est que souvent la ganglière, elle va envahir ce ganglion qui, du coup, aura un micro-environnement qui ne sera pas très favorable à l'induction d'une réponse immunitaire. Donc ça peut être aussi, la tumeur, elle peut se développer dans le ganglion lymphatique, elle peut se développer ailleurs, il y a plusieurs ganglions drainants, et on peut avoir une réponse immunologique qui se développe dans un ganglion qui est plutôt sain, pour ensuite aller remigrer à la tumeur et dans les ganglions qui sont atteints par la tumeur. Donc de toute façon, ces étapes, elles sont nécessaires, quoi qu'il arrive. Donc, quel est l'avantage d'avoir une réponse immunitaire adaptative ? Et c'est toute la question autour de est-ce que je peux ou pas arrêter l'immunothérapie ? C'est la mémoire. La réponse adaptative, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez réussi, où votre système immunitaire a réussi à activer correctement des lymphocytes T ou B, il va y avoir un phénomène de mémoire immunologique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vos lymphocytes vont se souvenir de la tumeur qu'ils ont déjà rencontrée et qu'ils ont déjà détruite. Ok ? Donc cette mémoire, elle est très importante et en fait, ça ressemble un peu au principe de vaccination.
Vous savez, quand vous êtes bien vacciné, en particulier avec des virus vivants atténués comme le vaccin contre la rougeole, par exemple, c'est des virus très efficaces. Pourquoi ? Parce qu'on génère une immunité adaptative avec ces fameux lymphocytes T. Ce qui fait que quand vous êtes vacciné contre la rougeole, quand vous êtes jeune, on vous fait vos séquences de vaccination, puis après on vous vaccine plus jamais. Pourquoi ? Parce que vous avez une réponse immunitaire qui est capable de perdurer probablement toute votre vie. Donc ça, c'est une bonne réponse immunologique très puissante avec une réponse adaptative T-mémoire. C'est pas le cas de tous les vaccins, c'est pour ça qu'on fait des rappels. Parfois, on a des vaccins, on n'a qu'une réponse anticorps et du coup, on a besoin de faire des rappels. Donc notre immunothérapie, là, elle va faire la même chose. En fait, elle va stimuler ou restimuler nos lymphocytes, c'est-à-dire notre immunité adaptative, pour l'aider à générer une réponse mémoire efficace de long terme. OK ? Contre le cancer. Donc, nos cellules, comme on vous le disait tout à l'heure lors de la première intervention, on peut arrêter l'immunothérapie parce qu'elles vont toujours être en alerte. À partir du moment où les cellules tumorales vont se remettre à être un peu inflammatoires ou à repousser, en fait, il faut imaginer qu'on a des espèces de lymphocytes sentinelles qui sont là, qui surveillent et qui vont être capables de se réactiver de manière très efficace et très rapide pour détruire les cellules tumorales, exactement comme un vaccin. C'est très différent de la chimiothérapie. La chimiothérapie, ça va avoir une action très puissante, très rapide, donc vous allez très vite avoir une réponse clinique antitumorale. L'immunothérapie, c'est un peu plus lent à cause de ces phénomènes immunologiques. Mais par contre, la chimiothérapie, vous n'aurez pas de mémoire immunologique, vous n'aurez pas d'activation du système immunitaire. Et donc, lorsqu'on arrête les traitements de chimiothérapie, on a quand même ce risque très important de récidive, ce qui est moins le cas avec l'immunothérapie. Alors, c'est quoi l'immunothérapie ? Vous connaissez probablement ce dont on vient de vous parler. Donc, il y a deux grands types d'immunothérapie aujourd'hui. Il y a des immunothérapies dites moléculaires avec des anticorps qui sont fabriqués par les industriels pharmaceutiques. Et puis, aujourd'hui, on a des immunothérapies très complexes qui sont à base de cellules entières de l'immunité. C'est aussi fabriqué par des industriels pharmaceutiques, comme les lymphocytes CAR, les lymphocytes T-CAR, ou on va voir ça après, des lymphocytes qui sont issus de notre propre tumeur que l'on va être capable de produire au laboratoire. Donc celles qui sont le plus connues et le plus utilisées aujourd'hui, c'est les inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Donc les anti-PD1, PD-L1, anti-CTLA4 comme le pembrolizumab, le nivolumab ou l'ipilimumab. On a d'autres types d'immunothérapie qui sont des anticorps dits bispécifiques qui agissent un peu différemment, pour lesquels on a surtout des indications validées en oncohématologie, mais qui commencent à arriver en cancéro solide, en tumeur solide. Donc ces inhibiteurs de points de contrôle, ils marchent assez simplement. En fait, c'est des anticorps fabriqués par les industriels du médicament et qui vont aller cibler nos lymphocytes T pour les réactiver. Et ces lymphocytes T, une fois qu'ils sont réactivés, ils vont pouvoir détruire les cellules tumorales. Donc c'est plus du tout le même registre de ce qu'on avait avant comme type de traitement. Avant, on ciblait plutôt la tumeur et on attendait que la tumeur régresse. Aujourd'hui, on va cibler les lymphocytes pour vraiment les activer et eux, ils vont aller détruire la tumeur. Donc les anti-PD1, PD-L1 et tous ces médicaments d'immunothérapie, comment ils fonctionnent ? En fait, ils fonctionnent parce qu'on a compris d'un point de vue immunologique que nos lymphocytes T, bien qu'ils soient présents dans la tumeur, finalement, ils n'arrivent pas à détruire la tumeur. Et pourquoi ils n'arrivent pas à détruire la tumeur ? Parce que nos tumeurs vont mettre en place des mécanismes pour échapper au système immunitaire. Et en particulier, l'un des mécanismes importants, c'est l'axe PD-L1-PD1. Et quand ce mécanisme est en place au sein de la tumeur, en fait, cette interaction va inhiber nos lymphocytes T. Et donc, les lymphocytes T sont incapables de proliférer, de s'activer pour détruire les cellules tumorales. Donc, l'idée originale des chercheurs qui travaillaient là-dessus à la base, c'était de se dire, puisque ce mécanisme a l'air très important pour bloquer nos lymphocytes T antitumoraux, on va développer des médicaments qui vont aller cibler soit le PD1, soit le PD-L1 ici, pour bloquer l'interaction. Donc en fait, ces médicaments, ils vont empêcher l'interaction entre PD1 et PD-L1.
Et ce qui a été constaté au départ dans des modèles précliniques chez la souris, c'est lorsque l'on faisait ça, finalement les lymphocytes se remettaient à proliférer, à s'activer, et on avait des régressions de tumeurs dans les modèles précliniques chez la souris. Et donc c'est pour ça que ces médicaments ont été développés et testés dans la fin des années 2000 jusqu'au début des années 2010-2014, là où on a eu les premières AMM dans le cancer, dans le mélanome et dans le cancer du poumon. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de molécules, mais qui ont exactement le même mécanisme d'action, que ce soit les anti-PD1 ou les anti-PDL1. Puis à côté, on a le petit frère, la petite sœur ou le cousin qui est l'anti-CTLA4, qui agit un petit peu différemment, mais in fine, c'est le même résultat. On va vraiment réactiver nos lymphocytes T contre les cellules tumorales et avoir une destruction des cellules tumorales. Alors pourquoi l'immunothérapie ? Ça fait des bénéfices à long terme. Donc vous avez l'exemple d'un patient qui est venu vous parler au début, qui vous dit « Moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté l'immunothérapie et j'ai toujours pas de progression tumorale. » C'est justement cet effet sur le système immunitaire. Pourquoi ? Parce que le système immunitaire, il va voir vos cellules tumorales dans leur ensemble et il va agir contre toutes les cellules tumorales. Ça s'appelle une réponse dite polyclonale. Et ça, c'est très important en cancérologie parce que la tumeur, c'est pas une boule complètement homogène. En fait, la tumeur, c'est plein de cellules. Et ces cellules, elles sont parfois toutes un peu différentes les unes des autres. Et l'avantage du système immunitaire, c'est qu'il va s'adapter à cette hétérogénéité tumorale. Et donc, quand c'est efficace, l'immunothérapie, ça va vraiment faire régresser toutes les cellules tumorales et pas uniquement quelques-unes. Deuxième avantage de l'immunothérapie, c'est que l'immunothérapie elle a cette mémoire. Donc, elle se souvient. Et donc, on peut potentiellement arrêter les traitements et avoir des rémissions qui durent longtemps dans le temps. Troisième avantage du système immunitaire, c'est qu'il peut, dans certains cas, passer la barrière hémato-encéphalique, c'est-à-dire dans le cerveau, alors que la plupart des traitements n'arrivent pas forcément à passer cette barrière. Donc ça, ce sont des avantages très importants de l'immunothérapie actuelle. Alors, à côté de nos immune checkpoints, et vous allez probablement en entendre parler dans les mois à venir, parce que ça se développe beaucoup, on a ce qu'on appelle les anticorps bispécifiques. Ça ne marche pas du tout comme les bloqueurs de checkpoints immunologiques. Là, en fait, c'est des traitements qui vont à la fois activer les lymphocytes T, donc c'est toujours des petits anticorps qui, par un de leurs bras, vont activer les lymphocytes et l'autre bras vont cibler la cellule tumorale. Donc ça va faire comme un pont entre le lymphocyte et la cellule tumorale. Et lorsque le bras qui interagit avec le lymphocyte va activer le lymphocyte, comme le lymphocyte sera très près de la cellule tumorale grâce à ce pont, il va dégranuler et il va tuer relativement spécifiquement les cellules qui expriment la cible qui est ciblée par le traitement. Donc aujourd'hui, ces traitements fonctionnent plutôt bien, mais sont majoritairement développés en onco-hématologie, où on a en particulier pour les leucémies, le lymphome, certaines tumeurs hématologiques et le myélome, pas mal de molécules qui ont déjà l'autorisation de mise sur le traitement, sur le marché. Par contre, en tumeurs solides, c'est un peu plus dur. C'est toujours plus dur les tumeurs solides parce que les lymphocytes, ils ont du mal à rentrer dans ces espèces de tumeurs qui sont plus rigides. Il y a souvent une espèce de coque autour. Donc les lymphocytes, c'est plus difficile pour eux de rentrer dans les tumeurs solides. Mais on a un médicament qui vient d'avoir une autorisation de mise sur le marché pour certains cancers du poumon. C'est pas tous les cancers du poumon. Et en fait, cet anticorps bispécifique qui va être capable à la fois de reconnaître une cible tumorale très exprimée par ce type de cancer du poumon, qui sont des cancers du poumon à petites cellules qui s'appellent DLL3, et capable de reconnaître nos lymphocytes T. Donc ça va faire ce fameux pont dont je vous parlais entre la cellule tumorale et le lymphocyte T qui va s'activer et détruire les cellules tumorales. Donc ça montre des résultats qui sont très intéressants chez un type de cancer du poumon pour lequel on a peu de traitements efficaces à l'heure actuelle. Alors à côté de ces traitements qui sont plus simples, mais bien qu'ils soient quand même compliqués, ça reste ce qu'on appelle des biomédicaments. Mais on a un lot de médicaments qui peut traiter plein de patients. Là, on va rentrer dans une complexité plus forte parce que là, on va prendre des cellules et ces cellules, c'est un lot pour traiter un patient. D'accord ? Donc c'est plus compliqué et c'est beaucoup plus coûteux d'ailleurs.
Donc la première qui sont très en vogue en ce moment et dont on entend peut-être parler dans les médias et peut-être que vous en avez entendu parler, c'est les cellules CAR T. Donc ces cellules, elles sont fabriquées à partir d'une matière première qui en fait, c'est le patient qui va donner ces cellules. Et en fait, il va donner ses lymphocytes, le patient. Les lymphocytes du patient vont partir dans l'industrie pharmaceutique. Et au niveau de l'industrie pharmaceutique, le lymphocyte du patient va être modifié pour exprimer un récepteur spécifique est capable d'interagir spécifiquement avec les cellules tumorales. Et donc c'est ce médicament unique fabriqué pour le patient qui va être réadministré et qui va pouvoir aller détruire les cellules tumorales. Donc le mécanisme d'action reste le même, c'est-à-dire qu'on a toujours une interaction spécifique, c'est-à-dire qu'on doit avoir un motif exprimé par la tumeur, ce qu'on appelle une cible thérapeutique, et notre lymphocyte a été modifié pour reconnaître spécifiquement cette cible. Et donc quand on le réinjecte au patient, ces lymphocytes vont reconnaître la cible tumorale et vont la détruire. L'éthyle, c'est encore un peu plus complexe, bien que pas tellement, puisque il n'y a pas de modification réelle des lymphocytes. Là, on prend un morceau de la tumeur du patient. Ce morceau de tumeur, il va être envoyé à l'industriel pharmaceutique qui va la couper en petits morceaux pour faire sortir les lymphocytes qui étaient naturellement présents dans la tumeur du patient. Et il va expandre ex vivo, c'est-à-dire à l'extérieur du corps du patient, les lymphocytes pour en avoir beaucoup qui sont amplifiés, activés. Et une fois qu'on en a énormément, eh bien ces lymphocytes qui auront été obtenus au laboratoire vont être réinjectés aux patients. Et eux, ils ont l'avantage, comme c'est des lymphocytes qui venaient de la tumeur, ils sont déjà éduqués contre la tumeur. Et ils ont cette capacité à migrer à la tumeur parce ils étaient déjà éduqués. Et donc, quand on réinjecte, eh bien, ils vont remigrer à la tumeur, sauf qu'ici, ils sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus activés, et ils vont faire des régressions chez les patients. Donc ça s'adresse chez certains patients mélanomes en particulier qui résistent à l'immunothérapie conventionnelle et chez certains cancers du poumon. Voilà. Alors la question, est-ce que je peux ou pas arrêter mon immunothérapie ? Vous avez un exemple de quelqu'un qui peut-être l'a arrêté un peu tard, mais ça, on ne peut pas toujours prédire. Donc gardez en tête que rester longtemps sous immunothérapie, ça peut être mauvais dans le sens où ça peut exposer à un risque de toxicité plus importante et sur le long terme. Si j'arrête mon immunothérapie, c'est dans certaines conditions. On arrête l'immunothérapie que chez des patients qui sont évidemment répondeurs. Les patients qui progressent, on va switcher à autre chose, on va changer de traitement. Donc uniquement chez les patients qui présentent soit une réponse clinique très importante, ce qu'on appelle une réponse complète. Donc là, il y a des données dans le mélanome qui nous disent qu'au bout d'1 an, probablement, arrêter le traitement, c'est possible. Soit des patients qui ont une réponse quand même clinique intéressante, soit complète, soit une maladie très stabilisée. Et là, probablement qu'il faut maintenir l'immunothérapie au moins pendant 2 ans avant d'arrêter. Donc dans le cancer du poumon aujourd'hui, mais c'est des données qui sont assez récentes, parce qu'on attend d'avoir suffisamment d'études pour faire les choses correctement chez les patients. Aujourd'hui, on pense qu'il est probablement raisonnable d'arrêter l'immunothérapie chez les patients qui ne progressent pas sous immunothérapie après 2 ans de traitement. Donc bien sûr, il faut avoir du recul. La tumeur pour laquelle on a le plus de recul aujourd'hui, c'est le mélanome métastatique. On ne peut pas généraliser ça à tout type de cancer. Donc pourquoi on peut arrêter ? Vous avez tous compris, parce que le système immunitaire a une mémoire, donc on peut arrêter le traitement, ce qui n'est pas le cas de la chimiothérapie. Alors les problèmes de résistance, on m'a demandé de vous parler de ces problèmes de résistance. Oui, tous les patients ne sont pas susceptibles de recevoir l'immunothérapie, tous les patients ne répondent pas à l'immunothérapie, certains patients vont répondre puis progresser. Donc en fait, on a 2 types de résistance. On a la résistance dite primaire et la résistance dite secondaire. La résistance primaire, c'est quoi ? C'est la résistance tout de suite. Je suis sous immunothérapie et je ne réponds pas à l'immunothérapie. Ok, donc c'est défini. Donc c'est aucune réponse ou stabilité avant 6 mois. On considère que vous êtes en résistance primaire. C'est probablement un problème d'ingrédients, c'est-à-dire il n'y a pas ce qu'il faut pour vraiment que l'immunothérapie fonctionne chez ces patients. Puis après, on a la résistance dite secondaire. Donc ça,
Au début, on va avoir une réponse, peut-être partielle, peut-être une stabilité de la maladie, et puis, au bout d'un moment, hop, la tumeur se met à grossir à nouveau. Donc là, la résistante est dite secondaire, c'est-à-dire après un moment où j'ai répondu au traitement. Alors, les mécanismes de résistance primaire, c'est relativement complexe, mais on pense que ça peut être dû à nos lymphocytes. Parfois, nos lymphocytes sont pas assez forts, pas assez correctement éduqués, pas capables de migrer correctement dans la tumeur. À la tumeur elle-même, elle n'est pas assez immunogène, c'est-à-dire elle n'est pas capable assez de base de stimuler notre système immunitaire. Le micro-environnement tumoral qui peut être très immunosuppresseur, c'est-à-dire empêcher le bon système immunitaire de fonctionner, ou le patient lui-même, très immunosupprimé, très inflammatoire, avec une inflammation délétère. Malheureusement, il y a beaucoup de patients cancer qui ont une immunosuppression importante. La résistance secondaire, c'est plus complexe. On essaye toujours de vraiment comprendre. C'est plus difficile à comprendre. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment, vous avez répondu. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la tumeur a trouvé un moyen, finalement, d'échapper au système immunitaire, soit par des mutations, soit par des sélections de certaines cellules tumorales qui sont très résistantes au système immunitaire. Et l'autre chose qu'on sait, c'est que probablement ces mécanismes sont différents d'un patient à l'autre. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver le traitement miracle pour les résistances secondaires et qu'il est probable qu'on doive étudier pour chaque patient qu'est-ce qui se passe chez le patient pour pouvoir potentiellement lui proposer soit des combinaisons de traitements, soit de switcher à d'autres types de traitements pour reprendre une réponse thérapeutique chez ce patient. Donc si on doit faire, moi j'aime pas trop opposer les traitements les uns avec les autres, mais si on doit faire immune checkpoint, enfin les points de contrôle immunitaire versus les thérapies cellulaires et géniques aujourd'hui, gardez en tête que les thérapies cellulaires et géniques c'est beaucoup plus récent, on a beaucoup moins de recul sur les traitements. C'est difficile parce que c'est un traitement pour un patient et que les mécanismes sont très différents, les mécanismes d'action sont très différents. Les mécanismes d'action sont très différents. Donc ça, vous avez compris que c'est pas du tout les mêmes mécanismes d'action, mais qui dit pas même mécanisme d'action dit pas même mécanisme de résistance. Donc ça, c'est des choses qu'il faut aussi qu'on étudie, voilà. Et c'est pas du tout le même schéma d'injection. Hein. Les immunothérapies, vous avez compris que vous allez recevoir régulièrement une injection. Par contre, les TILS et les CAR, c'est une injection unique. D'accord, donc c'est compliqué, c'est complexe, mais on le reçoit qu'une seule fois. Après, le spectre de toxicité, puisque ça vous intéresse, et Ariane va vous faire la prochaine présentation sur la toxicité aux immunothérapies, est aussi très différente pour ce type de traitement, donc les thérapies cellulaires et géniques. On a plus des réactions inflammatoires intenses, des toxicités neurologiques, des infections liées au traitement, mais aussi à l'immunosuppression induite par les traitements. Et puis, on les injecte pas tout seul, c'est une injection unique, mais on a un peu de chimio avant. Parfois, on a un traitement de soutien à ces immunothérapies cellulaires après. Et tout ça peut participer à la toxicité chez les malades. Moi, j'ai fini ma partie. Nickel. Bonjour à tous, Ariane Lapara. Moi, je suis médecin également à l'Institut Gustave Roussy. Je m'occupe d'une unité qui justement vise à prendre en charge les effets indésirables des médicaments en oncologie, dont l'immunothérapie. Et donc, on m'a demandé de parler spécifiquement de ce sujet aujourd'hui. Donc là, Nathalie vous a présenté le bon côté de l'immunothérapie. Je présente un petit peu le côté obscur de ces médicaments, mes liens d'intérêt avec le sujet. Et donc, pour faire très simple, je vais aller vite parce que Nathalie vous l'a déjà présenté. C'est bien, c'est dommage, je n'ai pas de petit pointeur, mais l'idée, c'est effectivement, pour faire très, très classique, c'est de restaurer l'activité de ces cellules T qui ont perdu leur capacité à tuer les cellules cancéreuses en levant cette inhibition. Je ne vais pas refaire le topo, mais globalement, c'est l'idée, c'est d'essayer de donner, de rétablir cette fonction cytotoxique des lymphocytes.
Et le problème, et si vous avez bien écouté la première partie du topo, c'est que cette réponse, elle est polyclonale. Et ça, c'est un mot important. Le clone, les cellules identiques, et polyclonale, la tumeur est polyclonale, mais dans la moelle osseuse et dans le sang, on a des lymphocytes qui ciblent évidemment énormément de choses, donc ils sont polyclonaux. Et quand on va donner l'immunothérapie, on va déclencher une prolifération de ces lymphocytes, aussi bien contre la tumeur, mais aussi bien contre d'autres choses. Et cette autre chose, ça peut être nous, dont les organes. Et le problème, c'est que c'est lié au fait que dans le sang, vous avez des lymphocytes qui sont dits autoréactifs, qui n'ont pas été bien éduqués dès la naissance, qui continuent à circuler, mais qui sont endormis. La nature est plutôt bien faite dans ce sens-là. Et quand vous allez administrer un traitement par immunothérapie, par inhibiteur de point de contrôle, vous allez déclencher une prolifération de ces lymphocytes qui sont également autoréactifs. Et c'est ça qui donne, enfin, pas que, mais c'est le mécanisme principal de la toxicité des immunothérapies au sens conventionnel du terme. Et donc, en fait, c'est pas tant un problème de gravité, puisque Michael vous en a parlé, par rapport à une prescription de chimiothérapie où le patient, après l'injection, peut avoir des effets indésirables rapidement. En général, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Sur les premières, on n'a pas d'effet immédiat, mais c'est sur le moyen terme que les choses peuvent parfois se compliquer. Et ça peut, en fait, du coup, toucher l'ensemble des organes, puisque ces lymphocytes peuvent infiltrer l'ensemble des tissus. Donc en fait, ça ressemble à des maladies inflammatoires. Moi, je fais de la médecine interne, ça ressemble beaucoup à des maladies auto-immunes, alors avec des présentations un petit peu différentes. Mais néanmoins, on s'est beaucoup calqué là-dessus pour essayer de les comprendre et les traiter. Et vous voyez qu'en fait, globalement, de la tête aux pieds, ça peut toucher un petit peu tout. Et du coup, le problème, c'est que c'est extrêmement varié, que le déclenchement de ces effets indésirables est souvent décalé par rapport au début du traitement, voire peut persister ou être déclenché très longtemps après, et que en fonction de l'organe que ça peut toucher, il faut quand même être conscient quand on reçoit ce traitement que c'est pas anodin, et que quand ça touche évidemment le cœur ou les poumons, ça peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. Et actuellement, donc là, c'est un traitement qui est utilisé parfois tout seul ou parfois en combinaison. Vous avez probablement dû entendre parler d'associations de traitement. Et bien là, on va cumuler parfois certaines toxicités des médicaments. Et parfois, ça peut se ressembler, donc c'est pas forcément évident de faire la part des choses entre les deux. Et c'est un peu mon boulot au quotidien, entre guillemets, d'essayer de faire une enquête policière pour comprendre ce qui se passe et de savoir si les symptômes sont en lien avec tel ou tel traitement. Donc voilà, c'est compliqué. Pour vous donner un ordre d'idée, je ne sais pas si vous savez à peu près combien de patients vont développer des effets indésirables sous immunothérapie. Est-ce que ça, vous avez un chiffre en tête? Non. Ok. Beaucoup, c'est une bonne réponse. En fait, en pratique, ça dépend du type de molécule qu'on reçoit. Et évidemment, si on reçoit 2 molécules d'immunothérapie, c'est plus efficace, mais c'est aussi plus toxique. Donc en général, quand il n'y en a qu'une, il y a à peu près 10% des patients qui vont développer des effets indésirables sévères. Donc sévère, c'est au sens de la classification médicale du terme. Ça ne veut pas dire que c'est parfois imparfait sur la vision du patient. On va dire que la qualité de vie n'est pas du tout mesurée, mais néanmoins, retenez qu'il y a 10% de toxicité de grade sévère, et quand on cumule 2 immunothérapies, on peut monter jusqu'à plus de la moitié des patients qui vont développer des effets indésirables sévères. Quand est-ce que ça survient? Donc, sous chimio, c'est assez simple. En général, la demi-vie de la molécule est très rapide, on est habitué. L'immunothérapie, le problème, c'est qu'on est assez mauvais, même en 2025, pour savoir quand est-ce que va se passer un effet indésirable et pourquoi tel ou tel patient vont développer ces effets indésirables et d'autres non. Mais si vous devez retenir un chiffre, c'est qu'en médiane, donc la médiane, c'est c'est que la moitié des patients à ce délai-là vont avoir un effet indésirable, c'est 10 semaines. Globalement, c'est ça, donc c'est toujours un petit peu décalé. Et ensuite, je module un peu le propos en vous disant que finalement, les choses les plus sévères en général se passent au début du traitement. D'accord ? Donc si on a passé les 2-3 premiers mois, on peut toujours avoir des effets indésirables, mais c'est souvent moins grave que ce qui se passe au début. Voilà.
et que une fois que vous avez plus d'immunothérapie dans le sang, il faut garder en tête que ce sont donc des immunoglobulines, ce que Nathalie vous a présenté dans le sang, et ça circule assez longtemps, et donc même après l'arrêt du traitement, on garde aussi ces molécules toujours présentes, et il faut garder en tête qu'il y a toujours cette mémoire immunitaire qui est activée, et donc on peut aussi développer des effets un peu tardifs, un peu séquelaires, même si c'est peu fréquent, mais ça existe. Donc voilà, et finalement quels sont les facteurs de risque? Est-ce qu'on a réussi à identifier aujourd'hui une certaine population un peu plus susceptible que d'autres? C'est certain que si avant de commencer le traitement, vous avez déjà des antécédents de maladies auto-immunes, c'est considéré comme un facteur de risque. Il y a 2 risques principaux, celui de déclencher une poussée de cette maladie auto-immune et de faire d'autres effets indésirables liés à l'immunothérapie. Et ensuite, il y a d'autres facteurs qui sont plutôt du domaine de la recherche, qui sont malheureusement pas applicables en pratique courante, mais on a identifié pas mal de variants génétiques, on va dire, pour faire très simple, qui prédisposeraient à. Bon, on ne peut pas encore les utiliser en pratique, mais clairement, on a des pistes. Comme pour les maladies auto-immunes, il y a une susceptibilité génétique. Le microbiote, là, il faudrait plusieurs jours de topo pour développer cette thématique, mais c'est quelque chose dont vous avez certainement entendu parler, dont il y a beaucoup de pistes et d'études qui visent à essayer de moduler ce microbiote pour, 1, améliorer l'efficacité, et 2, limiter la toxicité. Et ensuite, votre système immunitaire, avant de commencer, là, Nathalie vous expliquait que dans toutes ces étapes, il faut que vous ayez un système immunitaire qui soit quand même un peu efficace pour fonctionner, et parfois il est trop efficace ou pas bien éduqué, et donc le fait de lui rajouter une immunothérapie va déclencher encore plus de phénomènes inflammatoires. Voilà. Tous ces facteurs-là vont rentrer en compte dans le fait de développer des effets indésirables. Ensuite, comme il y en a beaucoup et qu'on a encore 10 minutes, je ne peux pas vous faire un truc catalogue. Néanmoins, je vous présente quelques effets indésirables qui sont les plus fréquents ou alors les plus embêtants. Donc, je crois que Michael vous a parlé de problèmes au niveau de la peau. Ça, c'est extrêmement fréquent. Ça m'étonne pas parce que en termes de fréquence, c'est l'effet indésirable le plus fréquent qu'on peut trouver sous immunothérapie. C'est la peau. Donc, heureusement, ça ne met pas en jeu le pronostic vital, mais ça peut être extrêmement handicapant ou embêtant. Et donc, en fait, vos lymphocytes T, ils peuvent venir en fait infiltrer la peau et donner tout type d'éruption, en fait. Et donc en fait la plupart du temps c'est des rougeurs tout simplement, mais ça peut être aussi d'une démangeaison. Les patients peuvent se plaindre de ça, qui est extrêmement invalidante, parfois insomniante. Donc c'est des choses qu'on a parfois un peu du mal à gérer, mais c'est connu. Vous pouvez avoir du coup ce type d'éruption, et si vous faites une biopsie de peau, ça c'est une analyse de peau au microscope, vous allez voir les petits points bleus ici que vous voyez sur le derme, c'est l'ensemble des petits lymphocytes qui ont infiltré l'ensemble de votre du derme et de l'épiderme. Et si vous avez une maladie auto-immune, par exemple du psoriasis, assez fréquent, vous pouvez faire une poussée de psoriasis sous traitement. C'est faisable. Le traitement restera le même que celui de la maladie auto-immune, mais il faut être quand même averti de cet potentiel effet indésirable. Et ensuite, une autre chose qui peut fréquemment arriver, c'est une dépigmentation de la peau, vitiligo. Probablement, peut-être, je ne sais pas si vous connaissez tous ce terme, mais ça peut donner des taches blanches, effectivement, qui sont pour le coup définitives, où le patient va garder. Donc, du coup, ces taches dépigmentées, ou alors une décoloration de la teinte des poils, des sourcils. C'est beaucoup plus rare, mais c'est possible. Et enfin, l'autre toxicité qu'il faut garder en tête, ce sont les toxicités endocriniennes qui touchent donc les organes qui produisent des hormones. Donc, globalement, pour faire simple, pourquoi ? Parce que c'est la deuxième toxicité la plus fréquente, et ça touche la plupart du temps les problèmes de thyroïde ou bien de petites glandes qu'on a au-dessus des reins qui s'appellent les surrénales, qui sont des glandes très importantes pour une sécrétion d'hormones indispensable à tout, en fait, qui s'appelle le cortisol. Et donc, en fait, ça, c'est un des effets indésirables très fréquents qu'on rencontre souvent, nous, en pratique clinique, c'est une inflammation de la thyroïde. Donc, vos lymphocytes T, toujours les mêmes, les CD8, là, ils vont infiltrer la thyroïde. Ça va donc créer une thyroïdite, on appelle ça thyroïdite, inflammation de la thyroïde, et elle est malheureusement détruite après. Et donc ça, c'est un élément quand même
important à savoir quand on commence ce traitement, c'est que la plupart des effets indésirables, ils vont être réversibles sous traitement, mais que pour les glandes endocriniennes, elles sont malheureusement détruites. Et donc, en conséquence, le patient va se retrouver avec un traitement en plus pour substituer ce défaut de production d'hormones. Donc, pour la thyroïde, c'est du lévothyrox et la thyroxine. C'est la même chose pour les autres. Voilà. Et donc ça, c'est un point quand même important dans cette balance bénéfice-risque. C'est évident qu'on est dans le cadre d'une pathologie extrêmement grave qui est le cancer, et c'est un peu le prix parfois à payer d'un bon contrôle tumoral, d'une rémission prolongée. Ça peut être parfois le prix à payer de ces traitements qui vont exposer les patients à des toxicités qui vont être chroniques, malheureusement. Ça, c'était pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du pourcentage de problèmes de thyroïde quand on utilise une immunothérapie ou bien une combinaison des deux. Et là, on est à peu près entre 5 et 15% de problèmes thyroïdiens. Et après viennent des problèmes de glandes surrénales. Je vous ai parlé de diabète aussi, très très rare, mais c'est évidemment très embêtant parce que les patients qui développent ça, c'est moins de 1%, mais ils peuvent garder un traitement à vie par insuline, ce qui n'est évidemment pas négligeable. Toxicité digestive, parce que ça aussi c'est fréquent. On pense que les diarrhées c'est uniquement lié à la chimiothérapie. C'est pas vrai, ça peut aussi arriver sous immunothérapie. C'est des phénomènes inflammatoires, de colite en fait, d'inflammation du côlon ou de l'intestin grêle plus rarement. Et c'est lié aussi, là c'est un peu plus compliqué, ça c'était un article qui s'était amusé à étudier quel type de cellule va donner cette présentation inflammatoire du côlon. Ça c'est juste que vous retenez qu'il y a encore ces lymphocytes T, mais il y a aussi les cellules de l'immunité innée qui ont un rôle, et des sécrétions de petites molécules qu'on appelle les cytokines, pour lesquelles qu'on peut cibler pour améliorer cette pathologie. C'est évidemment pas à retenir, mais sachez que ça met en œuvre l'ensemble des cellules dont vous a parlé Nathalie au début. Et donc globalement, qu'est-ce que c'est les effets indésirables digestifs? Les symptômes, c'est assez simple, c'est des douleurs au ventre avec des diarrhées. Parfois, il peut y avoir même du sang dans les selles, c'est compliqué. Et donc, c'est des présentations de colites. Et ça, c'est le message, en gros, c'est qu'il faut absolument ne pas rester à la maison avec des diarrhées quand on est sous immunothérapie, parce que ça peut être assez grave et il faut tout de suite en référer à ce professionnel de santé et pas laisser traîner ça avec des antidiarrhéiques à la maison. Et donc ça, c'est des atteintes de la muqueuse digestive qui se sont fait abîmer au niveau du côlon. Et ça, il y a un examen qui permet de faire des biopsies qui s'appelle une rectoscopie pour justement aller retrouver cette infiltration de lymphocytes dans la muqueuse pour prouver le diagnostic. Voilà. Et du coup, en 2 mots, moi, ce que je fais, parce que je ne peux pas tout vous présenter, mais l'idée, c'est que je travaille avec une collègue et une infirmière en pratique avancée pour essayer d'évaluer les patients qui présentent des symptômes sous immunothérapie dans un délai très court. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de faire un diagnostic précoce, un traitement plus précoce. C'est ce rejoint ce que disait Mickaël au début, c'est de pouvoir mieux contrôler les choses et de reprendre plus rapidement le traitement à la fin. Et donc, je ne suis pas toute seule, mais je travaille avec des pharmaciens, une infirmière en pratique avancée. Et l'idée, c'est qu'on peut, en général, c'est vrai que c'est l'oncologue référent qui me sollicite et on essaye de travailler à des solutions de télésurveillance, de télésuivi pour que, en cours de traitement, le patient puisse nous signaler des symptômes qu'on essaye de grader, et en fonction du grade, ça déclenche des alertes qui sont transmises à des infirmiers de coordination. Ça, c'est l'idéal, c'est ce qu'on aimerait faire pour tous les patients suivis dans notre centre et pour qu'on puisse intervenir le plus tôt possible. Voilà, c'est un exemple de parcours qu'on peut proposer pour la gestion de ces effets indésirables. Et donc l'idée, c'est d'être plus efficace et d'éviter le recours aux urgences. Voilà, donc en gros, moi j'interviens quand la toxicité elle est compliquée, quand il y a plusieurs traitements, quand le traitement est difficile, et on travaille bien sûr en partenariat avec le patient et l'oncologue qui suit le patient. Voilà, donc je vais conclure, comme ça on sera bon. Donc globalement, si vous devez ramener quelques messages, c'est savoir que ces effets indésirables, c'est moins fréquent clairement qu'avec la chimiothérapie, mais le problème c'est que c'est très varié et que parfois ça peut impacter le pronostic vital du patient. La médiane de survenue, c'est plutôt décalé, c'est 10 semaines. Ça se traite relativement bien quand on prend les choses tôt, sauf pour les toxicités endocriniennes. Ça, je vous en ai parlé.
Et ensuite, on reprend de plus en plus rapidement les immunothérapies après une toxicité. Ça ne veut pas dire que si vous avez fait un effet indésirable, même un peu grave, on contre-indique le traitement. C'est pas vrai. Maintenant, on essaye de faire des choses un peu plus ciblées. Et que du coup, ce parcours de soins, nous, on essaie de l'appliquer à plusieurs traitements, et on aimerait bien que ça soit un modèle pour la suite. En tout cas, on a des bons retours, que ce soit de la part des patients ou des oncologues sur ce parcours, mais ça reste évidemment à prouver et à développer. Voilà, donc je vais conclure là-dessus. Est-ce que les gens qui ont une maladie auto-immune peuvent faire de l'immunothérapie ? Bien sûr, au contraire, c'est jamais. D'accord. En fait, le problème de ça, c'est que souvent, ce sont des patients qui sont exclus des essais cliniques. C'est souvent des critères qui ne permettent pas l'accès à des nouvelles molécules. C'est dommage, mais en pratique, nous, on est en pratique courante, il n'y a aucune contre-indication à le faire. On essaye de pousser justement les industriels du médicament à ne pas exclure ce genre de population. D'accord. Je me permets de vous solliciter. J'ai une maladie auto-immune, je suis en hypothyroïdie de Hashimoto. Donc apparemment, je vois qu'un peu l'immunothérapie serait un peu déconseillée pour moi. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que j'ai vu que ça pouvait être associé maintenant avec de la chimiothérapie ? Et comme moi, là, je suis dans le cadre d'une récidive. Donc on va m'enlever la semaine prochaine l'ablation du sein droit. Et je voulais savoir, parce que comme en 2017, j'ai fait de la chimiothérapie. Donc je suppose qu'en 2025, je vais avoir un même protocole. Et je voulais savoir, vu que là, apparemment, on fait un dommage beaucoup le domaine endocrinien, est-ce une bonne... Alors, même réponse que pour madame, c'est pas une contre-indication, c'est toujours une question de balance bénéfice-risque. Si votre oncologue pense qu'il y a un vrai bénéfice à le faire, faut pas que ça soit cette maladie auto-immune qui l'en empêche. Il faut juste s'attendre à probablement un dérèglement thyroïdien qui peut être géré avec des médicaments. Voilà. Mais c'est pas une contre-indication. Après, ça, c'est à discuter avec votre oncologue, bien sûr.